Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org. Ce soir, on est avec Guillaume de Thomas. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Donc, alors vous êtes le président des Tondus, donc une association qui a fait beaucoup parler sur... alors vous avez fait des apparitions évidemment dans les médias, puis on en a entendu parler. Alors, c'est pas tout à fait compris, c'est pour ça peut-être qu'il serait bien d'expliquer un peu le fond de votre message et aussi cet appel, puisque c'est un appel à ne pas payer les cotisations sociales, si j'ai bien compris, ou les cotisations patronales. C'est un peu schématisé, mais ça va dans ce sens-là. Voilà, ça va dans ce sens-là. Donc, ce qui fait un peu polémique, parce que il y a pas mal de gens qui sont attachés à ça et qui disent que c'est une façon de frauder, de s'enrichir encore sur le dos des gens. Donc, ce serait bien de clarifier, voilà, un peu tout ça, je pense. Alors bon, c'est bien déjà de me dire que c'est pas bien compris. C'est précisément parce que le kidam, le lambda, le salarié, le retraité, tout ça ne connaissent pas le monde de l'entreprise, que j'en suis arrivé là. C'était un moyen aussi de faire connaître le monde de l'entreprise, la réalité du chef d'entreprise, son quotidien. Et c'était aussi un moyen non seulement de l'intéresser, mais de chercher avec lui la solution. Peut-être, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Ouais. Et à un moment, je me dis, bon, j'ai essayé ce que je pouvais pour sauver les entreprises, pour créer de l'emploi et le maintenir, faire en sorte qu'il soit pérenne. J'ai pas toujours trouvé des réponses ou des bons interlocuteurs auprès de l'administration. Peut-être qu'en intéressant le plus grand public possible, je vais avoir des débuts de solutions. Donc, là, ça vient lentement, les gens ils viennent vers moi, ils me posent des questions, ils me font des suggestions et j'avance en ce sens. Et donc ça c'était mon premier but quand même. Ouais. Et puis le deuxième quand même, il est donc non pas de frauder, parce que je rappelle à vos auditeurs que ce que nous proposons n'est pas une fraude. Ce que nous proposons c'est de reprendre notre droit. Le droit de contester, c'est un droit qui existe depuis très très longtemps. Les Français sont des contestateurs nés de toute façon. Ils aiment ça, ils adorent ça contester. Ils ont contesté pendant la Révolution, ils ont contesté en 91, en 95, ils ont contesté contre le CIP, contre je ne sais quoi d'autre encore. Donc la contestation, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que c'est parfaitement légalement que nous contestons. Nous contestons sur le fondement de l'article R652.2 du Code de la Sécurité sociale, donc je ne vais pas donner un code de droit ici. Simplement, quand l'employeur ne peut pas ou ne veut pas ou estime qu'il doit contester sa part patronale, il peut le faire devant le tribunal. Et en attendant que le tribunal se soit prononcé, il ne paye pas tout simplement. Et c'est ce que je rappelle dans mes messages aux chefs d'entreprise, je leur explique qu'ils ont le droit de contester, ils ont le droit de ne pas payer. Le but non déguisé de tout ça, c'est d'alerter les pouvoirs publics sur la vraie situation des chefs d'entreprise, sur ce qui se passe dans les petites boîtes. On ne l'a pas assez dit malheureusement et je n'ai pas assez l'occasion de le répéter. 97% des entreprises françaises, 97%, ont moins de 20 salariés. Ce sont elles qui fournissent la plupart des recettes de TVA et ce sont elles qui fournissent l'emploi en France, mais elles n'ont pas de représentation, on ne les connaît pas. Parce que quand on vous parle d'entreprise, on imagine toujours très grosse entreprise, celle de plus de 200. Bien sûr. Alors justement, on m'a un peu décrit, alors c'est une façon peut-être un peu caricaturale et schématique, mais on me dit, voilà comment on m'a décrit, on me dit, en gros, il y a le MEDEF pour le CAC 40, la CGPME pour les entreprises moyennes, et vous représentez tout le reste. Exactement. Mais avant nous, il n'y avait rien. Avant nous, alors je ne peux pas dire parce que ce serait nier le travail qui a été fait, mais il y en a eu. Simplement que d'abord il a été très ciblé et en plus il a été finalement très minime par manque de moyens et par manque d'acteurs, mais il y en a eu quand même par les syndicats hyper professionnels. Par le syndicat du bâtiment par exemple, le syndicat des artistes peintres, des boulangers, que sais-je encore, des fleuristes. Mais ces syndicats-là ont fait de leur représentation corporatiste, je ne leur reproche pas, ils ont défendu leur métier tout simplement. Mais d'un point de vue général, global, défendre non pas un métier mais défendre tout simplement un statut juridique, celui du petit chef d'entreprise, il n'y avait personne. Effectivement, pour les très grosses entreprises, il y a le CAC 40, il y a le MEDEF. Pour les petites entreprises, c'est celles en dessous, ce qu'on appelle les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais celles-là, elles ont déjà généralement au moins 50 salariés. 50 salariés, voilà. Donc il y a la CGPME, qui est représentée par Jean-François Roubaud, avec lequel j'entretiens des relations exécrables, parce que lui, il a l'impression déjà qu'il connaît les petites entreprises, parce que dans CGPME, on entend petite. Mais mon combat, moi, c'est pas les petites. Je suis déjà au-delà de ça. Je suis sur les micros, les très petites entreprises, celles dont personne ne parle jamais.
Pourquoi? Parce que individuellement, toutes ces petites entreprises-là, elles sont très petites, elles n'ont pas de moyens de se faire entendre, alors que collectivement, elles représentent, je viens de le dire, 97% des entreprises françaises. Mais alors justement, on me dit, alors c'est vrai, on me dit peut-être expliquer un peu ce que c'est que les cotisations URSSAF, pour commencer par le début, parce que c'est vrai, tout le monde n'est pas initié à ce milieu-là. Parce que ce que vous remettez en cause concrètement, c'est les cotisations payées donc par les patrons, qui sont les cotisations dues à la sécurité sociale. Alors, ça ce que je remets en cause sont 3 ou 4 choses. J'ai 4 revendications. Et je vais revenir ensuite dans le détail. Donc, dans les grandes lignes, ces revendications, c'est d'abord la suppression de la part patronale. C'est un impôt direct qui est injuste. La deuxième, c'est le principe de je cotise, j'y ai le droit. Donc je voudrais que tous les employeurs aient une sécurité sociale. Je ne veux pas enlever la sécurité sociale des salariés, au contraire. Mais simplement, je voudrais que les salariés comprennent que si eux, ils ont une sécurité sociale, c'est parce qu'ils y ont cotisé. Alors que nous cotisons via la part patronale, mais nous n'avons pas de sécurité sociale. Si nous en voulons une, nous devons encore plus cotiser. Donc ma deuxième revendication, naturellement, c'est la même protection sociale pour tous, puisque nous cotisons tous. La troisième, elle est déjà beaucoup plus administrative ou plus juridique, c'est la fusion de toutes les caisses et de tous ces organismes qui collectent. Alors vous avez la caisse de retraite des agents de l'État, la caisse de retraite des agents du privé. Le RSI, le exactement, donc il y a énormément de caisses de retraite, il y a l'URSSAF, de caisses de cotisation sociale aussi, de cotisation médicale, de prévoyance, et Vauban Humaniste, Novalis Debout, qui ont fusionné dans un nouvel organisme qui s'appelle Vauban. Enfin, c'est l'enfer. Et enfin, ma quatrième revendication, c'est la suppression du pouvoir de police, parce que ces caisses, elles ont un véritable pouvoir de police. C'est-à-dire qu'elles ont le droit, au-delà des tribunaux, d'émettre ce qui s'appelle une contrainte. La contrainte, si vous ne l'opposez pas dans les 15 jours, elle a la valeur d'un jugement sans être passé par la case tribunal. C'est extrêmement lourd comme procédure. Vous ne payez pas vos charges même pour 1 euro. Le directeur de l'URSSAF, il émet la contrainte, de l'URSSAF, du RSI ou qu'importe la caisse, émet la contrainte et après ça y est, c'en est fini de vous. Vous avez un jugement qui est exécutable à votre encontre sans être jamais passé par la case tribunal. D'abord, je trouve ça hallucinant qu'une démocratie comme la France ait donné à une institution de droit privé comme l'URSSAF ce droit juridique de se substituer au tribunal. C'est constitutionnel, ça jamais. Ah, ça l'est presque. Alors, il faudrait consulter. On a maître Martine Baheux, qui est notre avocate, qui est l'avocate historique des Tondus. On travaille avec plein d'avocats. D'ailleurs, j'en profite pour tous les saluer et les remercier de tout le temps et de tout le travail qu'ils font pour nous, très souvent bénévolement. Donc, il faudrait se rapprocher d'eux là sur la Constitution, sur le côté constitutionnel de cette mesure. En tout cas, constitutionnelle ou pas, tout ce que je sais, c'est qu'elle est irrationnelle, cette possibilité, parce que c'est de la condamnation sans procès, c'est au détriment de l'entreprise, souvent du chef d'entreprise et même de l'emploi. Donc je souhaite que ça cesse. Ça ne fait que pourrir les relations entre l'administration et les entreprises et on n'avance pas avec ça. Donc nos 4 revendications sont celles-là. Je vais répondre à votre question sur la part patronale parce que souvent c'est un sacerdoce et les gens ne la comprennent pas cette part patronale. J'ai souvent entendu que la part patronale serait une cotisation que l'employeur paye pour le salarié. Donc ça c'est une idée reçue. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La part patronale, c'est un impôt de solidarité qui est complètement farfelu. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est farfelu d'être solidaire, simplement. Contrairement à la TVA, par exemple, qui est calculée sur le chiffre d'affaires rentré, on sait que si vous avez rentré 100, forcément, vous pourrez payer 20. Alors que la part patronale, c'est déjà un impôt sur une dépense. On vous dit, vous avez dépensé 1000 de salaire, vous pourrez payer 40 ou 400 de part patronale. Donc, c'est calculé sur ce que vous avez dépensé et non pas sur ce que vous avez gagné. Donc, c'est complètement ridicule parce que le jour où votre chiffre d'affaires, je prends des chiffres grotesques, mais c'est simplement pour l'exemple, le jour où votre chiffre d'affaires c'est 10 000 et que vous avez déjà payé 10 000 euros de salaire, il ne vous reste pas 4 000 pour les charges. C'est pas possible. Il faudrait que ces charges elles soient en proportion de ce que l'entreprise elle gagne et non pas de ce qu'elle dépense. Donc là déjà il y a un premier problème avec cette part patronale. Là où je la trouve particulièrement injuste, au-delà de son mode de calcul, c'est que cette part patronale, elle finance la protection sociale pour tout le monde. Alors, pour les handicapés, naturellement, pour les retraités, pour les indigents de toutes sortes et de toute nature, et peut-être un petit complément pour certains salariés. Personne ne saurait réellement le dire, ni le ministère des Affaires sociales, ni même celui de l'économie. Personne n'est vraiment sûr de ça. Tout ce que je constate, c'est que c'est l'entrepreneur qui paye sur son chiffre d'affaires cette part patronale. Alors que lui, s'il veut une sécurité sociale, il est obligé de cotiser un truc qui s'appelle le RSI, ce qui est complètement grotesque. Le RSI, ça coûte en moyenne 24 000 euros par an et par entrepreneur, ce qui est énorme. C'est-à-dire que pour avoir ma propre protection sociale, je suis obligé de dépenser 2 000 euros par mois. Un salaire entier
pour avoir la même sécurité sociale que ce que le salarié qui gagnerait lui 2000 € aurait, sans avoir dépensé 2000 € pour sa protection sociale. Donc cette part patronale, elle est forcément injuste, parce qu'elle ne finance pas la sécurité sociale de celui qui la finance, et surtout, elle va au détriment de l'emploi, parce que j'entendais Madame Touraine, avec laquelle je me suis entretenu, son cabinet, son ministère, tout un tas de gens autour d'elle, me dire « Oui, mais si on supprime la part patronale, on va supprimer l'action sociale qu'elle permet. » Et je ne le voudrais pas, naturellement, je suis pour la solidarité. Mais si cette part patronale, elle permet de transformer l'action sociale en emploi, et que grâce à ces emplois, les salariés peuvent se payer leur propre protection sociale, alors tout le monde y gagnera. Et c'est pour ça que je souhaite qu'on la supprime. Parce que on ne peut pas faire une sécurité sociale pour tous, c'est pas possible. Faire un statut unique, qu'on arrête tous ces statuts, qu'on dise, bah voilà. C'est une bonne réflexion, c'est une très très bonne réflexion. J'aime beaucoup ce terme de la sécurité sociale pour tous. Parce que c'est précisément ce qu'on m'oppose actuellement. En son temps, alors qu'il était ministre de l'économie, via son chef de cabinet, Pierre Moscovici me fait savoir que la sécurité sociale pour tous existe déjà. Oui, la fameuse SAMU, mais c'est une blague. Alors non, c'est pas ce à quoi il pensait. Il pensait qu'il y avait un système de protection sociale pour chacun. Le RSI pour les chefs d'entreprise, la sécurité sociale, le régime général pour les salariés, la MSA, la mutuelle sociale agricole pour les agriculteurs par exemple, et des professions assimilées, fleuristes, horticoles, etc. Mais ça n'existe que si on cotise. Et on ne peut cotiser que s'il y a de l'argent qui rentre. Moi, je souhaite qu'il y ait une protection sociale qui soit la même pour tout le monde, et qui soit financé par tout le monde. Aujourd'hui, quand je finance la protection sociale des retraités, je me dis, ces gens-là, avant moi, ont cotisé, c'est un peu normal que je finance leur protection sociale. Ça ne me dérange pas, surtout si c'est au titre de la solidarité. Quand je le fais pour les handicapés, ça ne me dérange pas non plus, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas cotiser, ça ne me dérange pas. Quand je le fais pour les indigents, ceux qui n'ont vraiment plus rien, encore une fois, ça ne me dérange pas. Mais quand je le fais pour payer des retraites, parce que ce sont des retraites dorées, à des députés, à des anciens ministres, à des gens qui eux-mêmes auraient pu cotiser quand ils étaient aux affaires ou qu'ils étaient en fonction, là ça me dérange un petit peu plus. Quand je le fais pour payer cette cotisation sociale à des épouses de capitaines d'industrie qui, au prétexte que leur mari a un très haut poste, ne travaillent pas mais ont quand même le droit à la sécu, et que cette sécu elle est payée par les petits chefs d'entreprise, par les petits salariés, là ça me dérange encore. Donc je dis, si on veut de la protection sociale pour tous, d'accord, mais alors uniformisons-la et surtout faisons en sorte que les coûts que nous dépensons pour notre protection sociale aillent à la santé, à la sécurité plutôt qu'à la dépense administrative comme c'est le cas actuellement. Oui, parce qu'en plus, il y a une tendance à la privatisation de tout ça, de la sécurité sociale. Est-ce que ça ne va pas quand même aller dans le sens justement de la suppression au fur et à mesure justement de ces cotisations sociales ? Alors, je ne sais pas ce que souhaite actuellement le gouvernement en place. Bon, je regarde et je compare aussi avec ce qui s'est fait dans les années avant. Souvent, on m'a dit forcément, vous êtes de droite. Alors, d'abord, je laisse personne préjuger de ce que je suis. Mon discours n'est pas un discours politique. Mon discours, c'est un discours pratique. Donc là, actuellement, est-ce qu'on va vers une privatisation de la sécurité sociale ? Je ne le crois pas. En tout cas, ça ne me semble pas être en accord avec la politique du chef de l'État actuel. Tout ce que je constate, c'est qu'on va vers un éclatement de la sécurité sociale. La sécu telle qu'elle existe actuellement ne peut pas perdurer. Trop de caisses et on veut encore segmenter et on veut, là j'ai entendu ce fameux truc, le compte emploi ou le compte pénibilité emploi, donc ça va être encore une caisse qui va gérer ça et ça va être encore un organisme qui va gérer ça et on compartimente de plus en plus la sécurité sociale ou la protection sociale, ça coûte de plus en plus d'argent et donc effectivement inéluctablement au bout d'un moment on va être obligé de dire bon la sécu, grande sécu globale n'existe plus, il n'y aura plus que des micro-caisses et peut-être effectivement que d'autres gouvernements, après, privatiseront ces micro-caisses. Oui, parce que dans l'accord marché transatlantique, de toute façon, il prévoit qu'il n'y ait plus de monopole. Donc la sécurité sociale, elle va sauter dedans. Ça va finir par arriver, ou en tout cas, les instances, effectivement, supra-françaises, au-delà de la France, le souhaitent. Mais on n'y est pas encore. Mais si jamais ça devait arriver, je ne veux pas voir ça comme quelque chose de négatif, même si ce n'est pas ce que j'aurais fait. Je souhaite que ce soit fait. Si c'est fait en concertation avec l'ensemble des Français, si c'est fait de manière rationnelle, si c'est fait surtout en tenant compte de tous les enjeux qu'il y a, l'emploi, la sécurité à moyen terme, la qualité des soins reçus, la prise en charge du handicap. Si ça vient de l'Union européenne, ça va encore être un truc qui va se faire dans notre dos. D'ailleurs, voilà, le marché transatlantique qui se fait un peu dans notre dos. Exactement. Donc ça veut dire... Je ne sais pas si ça va être positif vraiment si la sécurité sociale se privatise dans notre dos. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ça veut dire justement, il n'y aura plus de financement, en fait. On ne pourra plus financer le système. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose.
je vais modérer mon propos naturellement. Quand je dis c'est pas une mauvaise chose, j'entends par là que on croit toujours qu'il appartient à l'État de tout financer mais la potion magique elle n'existe pas, hein. L'argent pousse pas sur les arbres, on le sait très bien, le chaudron magique n'existe que dans les contes de fées. Et responsabiliser les Français face aux dépenses de santé, il me semble être une bonne chose. Et aussi, leur redonner la liberté qu'il aurait dû face à leur protection sociale est une excellente chose. Le docteur Claude Reichmann, avec lequel je me suis entretenu plusieurs fois, milite pour la liberté de la protection sociale. Même si ce n'est pas mon combat particulièrement, je le soutiens dans cette action parce que moi je trouve ça pas normal que surtout dans la France actuelle où on veut toujours plus de choix pour le consommateur, je ne comprends pas qu'on m'oblige à adhérer à telle sécu ou à tel RSI ou à telle caisse de sécurité sociale. Ça me dépasse totalement. Donc, qu'on arrête de financer ceux qui ne veulent pas l'être ne me choque pas. Le docteur Reichmann a raison. Celui qui ne veut pas cotiser et qui ne veut pas être protégé, c'est son problème. C'est lui que ça regarde. Ou celui qui veut aller cotiser ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ceux qui peuvent pas cotiser, justement, qui n'ont pas les moyens, ils risquent d'être mis sur la touche? Alors, c'est ce qui m'ennuierait. Ce qui m'ennuierait, c'est ça. Et c'est pour ça que je propose une solution de sécurité sociale, ou en tout cas, je serais plus pour une sécurité sociale globale, universelle. On y a le droit si on la veut. Si on ne la veut pas, on est libre d'aller ailleurs. Et ce serait en faveur de l'emploi une très très grande avancée. Pourquoi? Parce que tout le monde cotiserait. Ceux qui ne cotisent pas n'y auraient pas le droit, donc il n'y aurait pas de gâchis, pas de gaspille. Et surtout, enfin, il y aurait de l'égalité. Parce qu'actuellement, je vais vous raconter un truc qui se passe actuellement dans une de mes propres entreprises. Mais je suis sûr que vos auditeurs, s'il y a des chefs d'entreprise parmi eux, et des salariés aussi, ils connaissent ça par cœur. Dans la tête du salarié, l'employeur, pardon, je suis un peu trivial, c'est le gros con qui roule en 4x4, qui s'en met plein les poches sur le dos du salarié. C'est ça l'employeur aujourd'hui de la petite entreprise. Pourquoi? Parce que l'employeur, c'est celui qu'on voit à la télévision, c'est le CAC 40, alors que ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est pas la réalité, il faut être honnête. Ouais. Le CAC 40, c'est 40 entreprises. En France, il y a 3 600 000 entreprises. Donc les 3 500 et quelques mille autres, elles ne roulent pas en 4x4 et elles ne vont pas au resto tous les soirs avec la blague de l'entreprise. Non, ça n'existe pas ça. C'est marginal. Donc le salarié, lui, il a une image qui est fausse de l'employeur. Et l'employeur aussi, il finit par prendre le salarié comme un ennemi. Alors moi j'aime beaucoup mes salariés, je m'entends globalement assez bien avec eux, on discute, on communique, c'est parfois un peu chaud naturellement comme dans toutes les entreprises, mais si je n'avais pas la capacité d'analyse que j'ai là, j'aurais tendance à penser que le salarié est un ennemi d'office qui me coûte. Il me coûte à cause de lui, parce que je le paye, je dois payer la part patronale. À cause de lui, je dois payer la caisse des congés du bâtiment, par exemple. Le truc qui est complètement hallucinant aussi, ça. Bon. À cause de lui, je dois payer des heures et des heures de conseils chez mon comptable. Je dois payer tout un tas de choses. Bref. L'employeur et l'employé sont devenus des ennemis l'un de l'autre et essentiellement à cause de toutes ces petites choses et notamment la protection sociale qui est incomprise, qui est incongrue et qui n'est plus du tout adaptée à la situation telle qu'on la vit réellement dans les entreprises. Le jour où on aura fait le ménage là-dedans, le jour où, au moins sur la protection sociale, on aura mis d'équerre, comme on dit maintenant, où à égalité l'employeur et l'employé, les relations et l'image que l'un et l'autre auront de l'un et de l'autre ne seront qu'améliorées et iront encore en faveur de l'emploi. Très sincèrement, aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose. Je suis toujours dans mon schéma de création d'entreprise, malgré l'étendue, j'ai encore des projets, je viens d'ouvrir un magasin à Nevers. Je fais tout ce que je peux pour reculer au plus le moment où je vais devoir recruter. Mais ce n'est pas pour des questions d'argent. C'est juste parce que j'ai la peur du salarié maintenant, de ce qu'il coûte, du risque aussi. Le prud'homme, le procès, le salarié qui ne vient pas travailler, le salarié qui se met en arrêt de travail et qu'il faut payer quand même. J'ai la peur de tout ça. Le salarié maintenant, il est devenu, avant d'être un ennemi pour moi, il est un danger. Il est un danger parce que lentement, progressivement, l'administration qui n'a pas écouté les entreprises parce qu'elle ne les connaît pas, les élus aussi qui n'ont pas d'expérience, ont laissé s'installer des lois, des législations, des accords, des petites choses comme ça qui ont fini par rendre le patron méfiant du salarié et le salarié méfiant du patron. Et c'est pour ça, oui. Alors là, il y a des gens évidemment qui réagissent, etc., qui disent oui, c'est pas un peu
comment dire, bon, c'est pas un peu extrémiste parce que ça veut dire qu'il faudrait supprimer toutes les charges sociales, parce que ce qu'on appelle charges patronales, cotisations patronales, c'est ce que d'autres appellent les fameuses cotisations sociales. Elles servent à alimenter les caisses, on est bien d'accord. Donc les caisses, voilà, pour les handicapés, pour etc., etc. Parce que si on supprime ça, si on supprime qu'il y ait plus, le financement, il aurait pu s'opérer. Donc toutes ces caisses, comment ils vont faire ces gens? C'est ça que je comprends pas. Comment on va réussir à rattraper le parachute? Parce que quelque part, c'est compréhensible. C'est vrai que le système, je comprends, le patron, beaucoup de charges, beaucoup d'administration, et puis c'est vrai qu'il y a une injustice de base, c'est vrai, de payer sur des dépenses un peu comme c'est indiqué. Mais comment on va faire? On abandonne le système de protection sociale, c'est ça, à la fin? Parce que c'est ça que j'ai l'impression que même qu'ils ne comprennent pas trop comment on fait pour le vraiment faire en sorte qu'il y ait quand même une protection, mais que ce soit juste pour tout le monde, quoi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour la protection sociale. Je suis définitivement pour. Je pense que les caisses de protection sociale sont une bonne chose, un bon système. Je le vois, et quand on compare avec les États-Unis, par exemple, où il n'y a pas de protection sociale, ou très peu, on est quand même dans un pays où il est très confortable d'être pris en charge. Vous l'avez vu, je suis blessé, là. Je vais vous raconter vite fait. Bon, je faisais mes courses, je me suis cassé un pouce. Je suis arrivé à l'hôpital. La première question qu'on m'a posée, c'était pas si je pouvais payer, c'était est-ce que j'ai mal et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi? J'ai été très heureux de ça. Et si on a pu se permettre de me prendre tout de suite en charge, c'est parce que on n'est pas inquiet sur ma protection sociale, je peux payer plus tard parce qu'il y a des caisses. Et donc là, j'ai vécu par l'exemple le bien que procure la protection sociale. Cependant, je ne voudrais pas que ce soit généralisé, comme ça l'est actuellement, où on abuse de la protection sociale pour un oui, pour un non. Donc, que vos auditeurs se rassurent, vos téléspectateurs se rassurent. Il n'a jamais été question, je l'ai parfois entendu, mais je ne sais pas de quoi ça vient, il n'a jamais été question à aucun moment, et personne n'a entendu, personne ne prône la suppression de la sécurité sociale, encore une fois, ni de la protection sociale. Ce que nous prônons, c'est une autre vision de cette protection sociale, de son mode de financement, et surtout, nous ne voulons pas que la protection sociale soit financée à son propre détriment, c'est ce qui se passe actuellement. Parce que à ceux qui me reprochent mon action, j'aimerais rappeler que actuellement la protection sociale elle est financée essentiellement par les employeurs, les employés. Donc 27 millions de salariés et 3 500 000 demandeurs d'emploi et 3 500 000 patrons aussi financent la sécurité sociale. Très peu les retraités, pas du tout les handicapés, pas du tout les capitaines d'industrie, ou autrement en tout cas. Bon. Pour pouvoir y arriver, comme la part la plus importante est payée par les entreprises, il faut soit, étant donné que la population augmente, que le nombre d'entreprises augmente et que le nombre de chômeurs, de salariés augmente, soit que l'on augmente cette part sur les entreprises et sur leurs salariés. Il y a un moment, c'est tout simplement mathématique. Actuellement, le nombre d'entreprises n'augmente plus. Le nombre de salariés n'augmente plus non plus. Donc, pour pouvoir avoir le même niveau de protection sociale, il faut augmenter la cotisation. Et c'est ce qui se passe depuis 30 ans. Depuis 30 ans, pour pouvoir conserver le même niveau de protection sociale, ou en tout cas le croit-on, on augmente les cotisations. Je rappelle que entre 1980 et 2000, c'est plus 200% de cotisation sociale. C'est plus 200% de cotisation sociale. Ces chiffres ils viennent du ministère des Affaires sociales, ils viennent du ministère de l'économie, je ne les invente pas. Ce sont des chiffres que, alors le salarié pour lui c'est transparent parce que sur sa fiche de paye c'est quelques centimes par ceci, quelques centimes par là. Mais quelques centimes plus quelques centimes déjà ça fait des milliards et même pour les salariés, ces cotisations elles ont fortement augmenté. L'autre jour, un jeune homme m'a envoyé sa fiche de paye de quand il était salarié en 2000 et la même fiche de paye maintenant. Les cotisations, elles ont fait un bond. Lui, le salaire, par contre, c'est toujours le même salaire. S'il n'y a pas l'augmentation mécanique du SMIC, il serait même sous-payé maintenant. Donc, qu'on arrête de croire qu'il suffit de taxer plus pour garder la même protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qui se passe, et c'est ce contre quoi je veux lutter, ce qui se passe, c'est que la protection sociale a coûté tellement cher, et il y a tellement moins de monde pour la financer, qu'on est obligé de taxer de plus en plus les entreprises. Et les entreprises, comme elles ne veulent pas taxer, elles n'embauchent plus. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ne créent plus non plus. Ils vont à l'étranger. Je suis allé en Autriche récemment rencontrer des chefs d'entreprise qui étaient exilés. À Londres également, qui se sont exilés. Et vraiment, et quand ils disent qu'ils se sont exilés, c'est pas que l'herbe était plus verte de l'autre côté de la barrière. C'est qu'avant tout, ils ont préféré quitter la France par peur.
par peur d'être taxé, par peur d'être vampirisé par le coût de la protection sociale. Alors qu'on a un véritable outil, c'est l'emploi, la création d'entreprises. La création d'emplois permettra le financement de la sécurité sociale. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, l'équation, mais tout le monde la connaît, de gauche comme de droite. Je me suis entretenu avec tous les leaders politiques ou leurs représentants sur la dernière année-là, et au gouvernement également, et tout le monde est d'accord. Je rappelle, Laurent Martel, qui était quand même le numéro 2 de Moscovici à Bercy, était lui-même d'accord avec ça, que plus il y aura d'entreprises et de salariés pour financer la sécurité sociale, plus le coût de cette protection sociale sera réduit et la qualité sera augmentée. Donc qu'est-ce qu'on attend pour le faire? C'est ce que j'entends déclencher avec le mouvement détendu. D'accord. Parce que mais est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un problème avec l'Union européenne? Parce que finalement, l'État français, il est très endetté. Donc de toute façon, il ne peut pas investir lui-même. Il est aussi dans cette spirale de dette infernale sur laquelle voilà, on n'arrive pas à sortir. Mais on sait que cette dette, elle vient essentiellement du fait de la création monétaire. Donc finalement, si on s'attaque à ces problèmes-là, est-ce qu'on n'arrivera pas à résorber le problème du chômage justement par des investissements massifs et que l'État pourra se permettre cette politique sociale riche de voilà, j'investis dans de l'emploi, etc. Alors, là, il y a deux choses bien distinctes. D'abord, l'État qui se permet la politique sociale riche, etc., c'est bien gentil, mais est-ce que c'est légitime? Là, ça relève de la politique, donc je ne veux pas répondre à ça. Simplement, j'aimerais quand même soulever ça avant qu'on aille plus loin dans ce débat ou quand on m'aborde dans la rue, parce que maintenant on m'arrête dans la rue pour me poser des questions, et souvent on me pose ce type de questions, et ça relève de la politique. L'État doit-il faire une politique sociale riche, doit-il, etc. Je ne sais pas. En tout cas, s'il le fait, il faut qu'il en ait les moyens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'État va assurer la protection sociale et surtout va assurer aux entrepreneurs qui ont déjà investi en France que leur investissement n'était pas un investissement vain. Ça m'intéresse. Aujourd'hui, il y a 3 500 000 chefs d'entreprise qui ont mis tout leur argent, leur santé, leur courage sur la table pour zéro garantie derrière. Zéro. Quand vous faites faillite, moi je peux vous en parler, j'ai fait faillite à Nevers, mais c'était d'une tristesse monumentale. Là, il n'y avait plus personne pour me dire c'est bien, tu vas créer de l'emploi. Non. Là, j'étais le patron qui a raté. Je n'avais pas de soutien. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour dire à même Maître Locodet, qui est la seule liquidateur de Nevers, que la manière dont elle gère les entrepreneurs est purement scandaleuse. Zéro soutien, zéro. Je ne vous demande pas de verser une larme pour nous, mais cette femme qui vit quand même sur le travail des chefs d'entreprise qui ont fait faillite, elle les maltraite quand elle les reçoit. Là, il n'y avait pas de protection sociale pour moi. Si j'avais pas eu d'autres commerces, je me plains pas, encore une fois, je suis très heureux de mon sort. Enfin, je suis pas heureux d'avoir fait faillite naturellement, mais je suis heureux de ce que j'ai réussi à rebondir. Mais si j'avais pas eu ce rebond-là, j'avais plus rien. Alors que j'ai cotisé comme tout le monde, que j'ai créé de l'emploi, que j'ai pris des risques, que j'ai investi. Vous avez eu des... Voilà, parce qu'on me parle des fameuses... les fameux rabais accordés aux patrons. Vous en bénéficiez? Mais ça, c'est une légende. Parlons-en, parce que sur le chat, ça en parle. Alors effectivement, je vois, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, effectivement, je vois passer l'écran avec quelques mots-clés. Et j'ai vu passer ce mot de rabais ou de pauvre patron qui ferait pleurer. Je vois passer quelques... Bon, alors, parlons un peu de ces charges, de cette réduction. Alors, parfois, on m'a arrêté des fois dans la rue en me disant « Mais arrêtez de vous plaindre, vous avez eu la réduction Fillon ». Par exemple, la réduction Fillon, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est François Fillon, alors ministre des Affaires sociales, qui avait décidé une baisse des charges pour lutter contre le coût des 35 heures. J'entends parfois aussi cette expression que j'ai toujours trouvée très drôle, enfin drôle, elle me fait rire jaune, c'est le cadeau au patron. Ah oui, le cadeau au patron, on l'appelle comme ça. Alors, on m'aurait fait un cadeau parce qu'on me rend ce qui m'appartient, on me fait un cadeau, c'est ça le cadeau? Non, je l'ai dit, la part patronale, elle appartient au patron. D'ailleurs, je suis même allé interroger des académiciens parce que j'avais un doute. Enfin, j'avais une certitude, mais comme les gens avaient un doute, non, c'est très clair pour tout le monde. Patronale qui appartient au patron. À partir du moment où on vous dit, on va vous réduire un peu cette part, on ne vous a pas fait de cadeau, on vous rend ce qui vous appartient. Bon. Les réductions, on vous dit, vous avez des réductions de charges sociales. Oui, c'est un petit peu normal qu'on ait des réductions de charges sociales, parce que de toute façon, on les paye déjà, même pas au titre de la solidarité, puisque nous-mêmes n'en bénéficions pas. Si au moins on en bénéficiait, on dirait on paye pour tout le monde, nous y compris. Là, c'est même pas le cas. Donc, quand on me parle de cadeau au patron, mais je suis halluciné. Il est où le cadeau? Le cadeau, c'est quand quelqu'un a pris dans son propre budget pour vous offrir quelque chose. Là, on nous rend, premièrement.
Deuxièmement, il y avait ce fameux CICE. Alors, il faut qu'on en parle une minute du CICE. Ouais. C'est une usine à gaz. Donc, CICE, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. En quelques mots, c'est un mécanisme très très compliqué fiscal qui permet aux entreprises d'avoir des réductions d'impôts ou de charges sociales selon certains critères. Alors, je l'ai fait le calcul avec ma comptable. Pour mes entreprises à moi, ça représentait 2,40 € par salarié. Donc, forcément, j'étais en dessous du seuil de je ne sais plus combien, donc je n'avais pas le droit naturellement. Seuls 6% des entreprises vont pouvoir bénéficier du fameux CICE. 6% sur 3 500 000. 6%. Donc malheureusement, et encore que ça va être dans des proportions qui ne sont pas énormes finalement. Et quand bien même ce serait dans des proportions énormes, croyez-vous que les 6% d'entreprises qui vont bénéficier du CICE vont créer les 2,5 millions de postes dont nous avons besoin tout de suite? Non, on ne peut pas créer 2,5 millions de postes sur seulement 6% des entreprises. Alors que, je rappelle qu'il y a 3 500 000 entreprises en France, que sur ces 3 500 000, 2 millions n'ont aucun salarié. Zéro. Rien qu'elles déjà, si elles avaient au moins un salarié chacune, on sortirait du marasme du chômage. Que toutes les autres, soit 97% des entreprises, ont entre 0 et 19 salariés. Donc là, encore une fois, M. Sapin qui me faisait savoir il y a quelques mois que 4 entreprises sur 10 sont en sous-effectif, et bien qui donne à ces entreprises-là les moyens d'avoir un salarié. Un seul, ne serait-ce qu'un seul. Je ne lui demande pas de me faire des cadeaux. À ce moment-là, qu'on ne me baisse pas les charges sociales, qu'on ne me fasse pas les cadeaux dont il est question là tout de suite, d'accord, mais qu'on me donne au moins les moyens d'embaucher le salarié qu'il me manque, dans toutes les entreprises. Ouais. Là, c'est pas interprété pareil. Par exemple, là, il y a, on me dit, oui, la part patronale, c'est une part que le salarié paye, en fait. Voilà. Voilà, les patrons se plaignent, mais ce sont les ouvriers qui saignent. J'ai géré une boîte, on n'est pas malheureux. S'il y a des requins partout, on fait un peu partie des requins aussi, genre la TVA, il y a les consommateurs qui payent les sociétés. J'ai du mal à entendre pleurer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont pas d'accord sur le fait qu'ils disent oui, le patron il prend la TVA quand même, il prend. Alors le patron il prend la TVA, encore une fois c'est une belle idée reçue, ce serait sympa hein, sur le papier, on imagine. Mais vous savez sur le papier malheureusement il se passe toujours. Enfin, il y a un monde entre la réalité et la théorie, hein, entre la pratique et la théorie. Alors la TVA déjà, encore une fois, pour ceux de vos auditeurs qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, je rappelle que la TVA c'est un impôt sur la production du salarié et de l'employeur. S'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de TVA. L'impôt, c'est vraiment un impôt sur le travail, la TVA. Je ne suis pas contre. Au contraire, même je suis assez pour cette TVA, parce que c'est un impôt juste, tout le monde la paye. Mais c'est quand même, au départ, taxer le travail et l'effort et l'investissement de l'employeur et de ses salariés, la TVA. La TVA, elle ne rentre pas dans la poche du patron, la TVA, elle rentre dans la poche de la collectivité. Donc ça n'est pas un impôt qui est... En fait, c'est plutôt l'employeur qui se transforme j'ai envie de dire, en espèce d'inspecteur des finances pour l'État. Exactement, c'est lui qui donne à l'État la matière à taxer déjà. C'est lui qui la crée. C'est lui qui l'a créé lorsqu'il crée l'entreprise et c'est lui qui l'a créé lorsqu'il développe cette entreprise et qu'avec les salariés qu'il embauche, il crée la matière qui sera taxée de cette fameuse TVA. Donc la TVA est une recette fiscale qui va directement dans les poches du fisc. La TVA n'est pas un revenu pour le patron. Alors on me dit oui mais vous la récupérez. Ouais. Oui, on la récupère sur nos achats. Mais on la paye quand même sur nos ventes. Et je rappelle à vos auditeurs que dans 99% des cas, peut-être hormis celui que l'auditeur soulignait là, la TVA payée est toujours très supérieure à la TVA collectée. Ce que je collecte, c'est simplement la TVA que j'avais payée et que l'État me rembourse, que les entreprises ne payent pas la TVA, ou en tout cas un grand nombre des entreprises récupèrent cette TVA. Si je prends par exemple une de mes enseignes, je dois récupérer un petit 1500 € de TVA par trimestre, tous les trimestres. Mais par contre, dans le même temps, je paye 2 à 2500 € de TVA par mois. Donc mon crédit de TVA, il est complètement absorbé parce que je paye en TVA naturellement. Donc non, la TVA est une recette fiscale.
Après, j'entends que les entreprises ne seraient pas à plaindre. Je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour tout le monde, en ce qui me concerne, j'ai eu cette chance de pouvoir m'en sortir. Et effectivement, je ne suis pas à plaindre parce que j'ai de l'investissement, parce que quand je vendrai mes boîtes, je gagnerai un peu d'argent, enfin j'espère, si j'ai pas fait faillite avant, parce que j'avais espéré à Nevers vendre avec un bénéfice. Malheureusement, ça n'a pas été possible et il n'y a pas eu de faute de gestion dans l'entreprise. Simplement, le marché n'était pas là, la crise était là et il n'y avait pas de soutien administratif. Bon. Mais c'est une vue de l'esprit très réductrice que de dire « Ah mais oui, mais lui quand il vendra sa boîte, il aura de l'argent ». Pour que ce soit suffisant, qu'on s'en contente. Je n'ai pas créé des entreprises et les entrepreneurs français ne peuvent pas se contenter de ça. On peut pas, je ne vis pas sur l'avenir, je vis sur le présent. Je ne peux pas attendre pour nourrir ma famille d'avoir vendu ma boîte dans 4 ans. Au quotidien, il faut quand même que je vive. Et cette idée selon laquelle ce serait mal de gagner de l'argent est une idée qu'il faut, une bonne fois pour toutes, bannir. Parce qu'on veut tous ça, on fait tous ça. Le salarié qui travaille ne travaille pas pour la gloire. Le patron qui travaille ne travaille pas pour la gloire. Donc je ne vois pas en quoi ce serait mal de développer son chiffre d'affaires et c'est de sauver son revenu. Et je suis un peu choqué quand j'entends, ou peut-être que l'ai-je mal interprété, que les employeurs ne seraient pas à plaindre. Parce que si, les employeurs, en ce qui me concerne, et tous ceux que je connais, et les tondus m'en sont témoins, on a 130 ou 140 000 adhérents, vous le diront tous, ils travaillent tous pour 2, 3, 4 euros de l'heure maximum. Ouais. On me dit, l'invité est-il pour les salaires planchers des chefs d'entreprise? Alors, on m'a souvent posé cette question et très honnêtement, j'ai pas assez d'expérience, pas assez de recul encore pour pouvoir répondre avec une certaine assurance là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il n'est pas normal que le chef d'entreprise ne soit pas rémunéré de son travail. Alors, il l'est, je l'ai dit tout à l'heure, il est pas malheureux, il l'est quand il vend sa boîte. S'il la vend bien, il récupère suffisamment d'argent pour compenser tout ce qu'il a perdu. Mais encore une fois, on vit sur le présent aussi. J'ai les mêmes dépenses que les autres, mon loyer, l'électricité, l'essence, l'eau, l'assurance. Donc le salaire plancher, je ne sais pas, mais en tout cas garantir à l'employeur qu'il ne va pas se retrouver sans rien est une piste qu'il faut absolument étudier urgemment parce que ça aussi c'est une idée reçue, je l'ai dit tout à l'heure sur les rémunérations. Alors d'habitude je travaille avec Didier Fillon-Ducret qui a monté les tondus avec moi, qui est le monsieur chiffre, je le salue au passage, qui est le monsieur chiffre des tondus et il vous dirait que, et ce sont des chiffres qui sont très connus, 80% des employeurs français, des petites boîtes, celles qui ont moins de 20 salariés, ne gagnent pas 2 000 € par mois. 80%. 80% des employeurs français gagnent moins que leurs salariés. Donc le salaire plancher, je ne sais pas, mais une source de revenus qui soit fiable et pas contestable, c'est une question sur laquelle je me penche rapidement. Ouais. Et on parle aussi du revenu de base. Est-ce que le salaire à vie universel, je ne sais pas si vous connaissez cette proposition donc de verser à tout le monde un salaire à vie en réduisant justement, en prenant l'argent de toutes les cotisations qui sont déjà versées en fait via les retraites, et d'en faire un salaire à vie pour tout le monde, y compris pour les enfants, avec la moitié d'un salaire pour les enfants et un salaire pour les adultes. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question plusieurs fois, notamment sur un blog économique il y a quelques jours. Très honnêtement, je peux pas cautionner ça puisque on dit, et tout le monde est d'accord pour ça, que tout travail mérite salaire. Le salaire à vie qui serait versé à celui qui n'a pas travaillé est déjà incongru pour moi. Mais pourtant ça existe, la retraite c'est déjà une forme de salaire à vie quand même. Alors la retraite ça n'est pas une forme de salaire à vie, la retraite c'est un salaire décalé. Je rappelle que la retraite c'est ce que vous avez gagné avant qui vous est reversé maintenant. Mais vous l'avez bien gagné. Vous ne l'avez pas gagné en ne faisant rien, vous l'avez gagné en faisant quelque chose. Donc la retraite n'est pas un salaire à vie. On m'a pris cet exemple aussi l'autre jour sur l'allocation chômage, qui serait un revenu à rien faire. Non. Le RMI, ça ressemble un peu. Alors le RMI, oui. Le RMI est clairement un revenu à rien faire. Vous avez rien. Je ne crois pas que vous ayez cotisé sur votre fiche de paye RMI. Non. Si vous avez cotisé, c'est ACDIC, Pôle emploi. Donc ce ne sont pas des revenus à rien faire. Ça, ce sont des revenus de substitution que vous avez déjà gagnés, que d'autres ont géré pour vous et qui vous reversent maintenant. C'est comme si vous aviez épargné, mais cet argent, vous ne l'avez pas gagné en ne faisant rien. Vous l'avez gagné en travaillant. Donc le revenu à vie. Oui, mais les gens, même si ça ne veut pas dire que si ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Parce que souvent, quelqu'un, il peut avoir d'autres activités. Par exemple, je pense aux artistes, je pense aux nombreux créatifs, je pense aux gens qui sont dans d'autres choses, c'est-à-dire des choses qui ne rapportent pas forcément suffisamment d'argent pour faire un salaire, mais ils n'ont pas d'activité. Par exemple, même justement, pour reprendre quand même le cas des retraités, souvent les gens à la retraite,
ils ont des emplois du temps de ministres, ils se lèvent tôt le matin, ils vont faire. Est-ce que justement les gens, c'est pas, ils vont pas rien faire, ils vont faire peut-être ce qui leur plaît, non? Votre question c'était est-ce que je suis pour Oui, pour ou contre, ouais, non, mais. Pour le salaire à vie. Ma réponse est peut-être que la même que votre argument. Le salaire, encore une fois, le salaire, c'est ce qui se donne en échange du travail. Donc, mais si on l'appelle autrement, alors peut-être revenu universel plutôt que salaire.